À la dernière présidentielle, ils étaient tous maastrichtiens. C'est la raison pour laquelle je n'ai voté pour personne. Aucun candidat ne nous a dit on va prendre le problème à la base et recouvrer notre souveraineté. Après, seulement après, on pourra à nouveau faire de la politique. Tant qu'on est dans l'UE, il n'est pas possible de décider de notre avenir. Emmanuel Macron l'a reconnu durant le débat d'entre-deux tours, puisqu'il a dit à Marine Le Pen qu'elle ne pourrait pas appliquer son programme si elle était élue, que Bruxelles l'en empêcherait. Je crois, cher Michel, que le péril de l'Europe, c'est l'Allemagne, ce pays qui a toutes vos faveurs et qui est quand même un incroyable rouage de transmission de la machine américaine. Il est assez sidérant que les Allemands soient en train de se réarmer à la faveur du conflit en Ukraine et qu'ils achètent leur avion aux États-Unis. Michel Houellebecq. Oui, c'est vrai, ils s'en foutent complètement. On nous a fait une Europe allemande et cette Europe allemande, elle est américaine. Parmi les soutiens dociles des USA, il y a ceux qui ont des raisons légitimes de détester les Russes, comme les Polonais. Eux, on pourrait presque leur pardonner de se placer sous la tutelle des Américains. Et il faut reconnaître que Poutine leur a donné une raison supplémentaire en déclenchant une guerre qui massacre des civils. On pouvait comprendre son idée de reconstruire une Russie fidèle à ses valeurs, une alternative à l'Europe libérale. Les slavophiles ne sont pas totalement absurdes. On pouvait excuser sa nostalgie de l'URSS, sa volonté d'en reprendre des petits bouts. Mais il a eu les yeux plus gros que le ventre, comme on disait jadis. Il aurait dû procéder comme pour la Crimée. Attaquer totalement l'Ukraine était d'une part inexcusable, d'autre part incompréhensible. Michel Onfray. Il est possible qu'il ait un peu perdu la tête. Ça n'est pas à exclure. Je pense qu'il ne voit plus le monde qu'avec les filtres de ses conseillers du Kremlin. Il doit y avoir une quinzaine de personnes qui l'entourent et qui ont dû lui promettre que les Ukrainiens accueilleraient les troupes russes à bras ouverts. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Or, quand on est ce personnage-là, on ne fait pas marche arrière. On ne dit pas qu'on s'est trompé. On s'embourbe. Et pire encore, si on contrôle suffisamment les médias, on peut faire croire pendant quelque temps à son peuple qu'on a réussi. Pour les Russes, il existait une autre façon d'affirmer leurs différences, à la manière des Britanniques et du Brexit par exemple. J'admire leur courage. Tout le monde prédisait l'apocalypse, la fin de la City. C'était sans compter avec le mystère de la psychologie anglaise. Le Royaume-Uni, c'est le pays du dandysme, le pays de Brummel, le pays de la singularité personnelle. Pour le coup, je vais être un peu chauvin, mais c'est aussi le pays de Guillaume le Conquérant. Il y a chez les Normands une espèce de tradition d'indépendance. On dit sire de soi chez moi. En tout cas, leur littérature, leur philosophie sont singulières. Leur philosophie n'est pas européenne. Ce n'est pas une philosophie qui singe la philosophie allemande. Quand vous lisez Locke ou Berkeley, c'est très original. Welbeck. Ce que vous dites me fait penser aux Beatles et aux Rolling Stones. Pendant quelques années, du point de vue musical, les meilleurs groupes étaient anglais, pas américains. Michel Onfray. Je préfère la musique répétitive américaine, Steve Reich, Philip Glass. La peinture aussi est très américaine depuis 1945. Certes, on a de grands peintres français comme Soulages et Combat, que vous connaissez comme moi, mais ils ne sont pas reconnus mondialement, hélas, car ils ne sont pas défendus sur le terrain national. Bref, les Américains sont en train de prendre leur autonomie culturelle, de couper les ponts avec l'Europe. Un peu comme avec la question du transhumanisme, et c'est ainsi qu'ils sont en train de lancer un mouvement de destruction du livre, de disparition des librairies et des bibliothèques. Les États-Unis se barbarisent. Michel Houellebecq. Moi, j'apprécie les blockbusters. J'ai bien aimé Matrix et Le Seigneur des Anneaux. Je trouvais que c'était brillant et techniquement parfait. Onfray. Mais quel est le message? Welbeck. Je n'ai presque rien compris à Matrix, mais le Seigneur des Anneaux est très fidèle à l'esprit de Tolkien. Il y a une exaltation des valeurs du Moyen Âge, de la chevalerie, de la fidélité. Star Wars aussi, c'est très réussi, en plus fun, plus second degré. Cela dit, dans certains domaines du divertissement, les Français continuent d'être assez bons, par exemple dans le roman policier. Il y a une véritable école française depuis longtemps.
meilleurs à mon avis que les polars américains. Michel Onfray. Un soir, à Caen, où nous nous sommes retrouvés, vous et moi, nous avons eu une discussion qui m'a passionné sur la littérature américaine que je ne connais pas. Et vous m'avez dit que les romans de science-fiction étaient devenus brillants aux USA après Hiroshima. Welbeck. Oui, tous les auteurs ont été tétanisés par ce constat que le progrès technique, ça pouvait aussi être ça, cette chose monstrueuse. Avant, la science-fiction était une littérature optimiste. C'est devenu une littérature complexe, parfois grinçante, parfois malsaine. Les dystopies se sont multipliées. Il y a eu 2 ou 3 décennies géniales. Le début du déclin de la science-fiction est plus confus. Je dirais que c'est mort à peu près en même temps que le rock. Pour des raisons sans doute proches, l'élan d'imagination s'est brisé d'un seul coup. Cela a sans doute été la dernière période où l'Occident a eu du génie. Il y a eu des groupes de rock immenses, on le sait. Il y a eu des auteurs de science-fiction immenses, on le sait moins. Si j'avais plusieurs vies, j'en consacrerais une à republier certains textes de science-fiction devenus introuvables. Aujourd'hui, il y a pas mal d'auteurs chinois ou d'origine chinoise. Michel Onfray. Intéressant ou non? Welbeck. Oui, avec eux, peut-être que la science-fiction peut retrouver son rôle. Ils font des conjectures intellectuelles, des projections, des hypothèses. La science-fiction essaie de voir ce qui va se passer dans tous les domaines, y compris sociologiques. Elle peut, par exemple, inventer des mondes qui reposent sur de nouvelles structures familiales. Elle ne se base pas uniquement sur les évolutions techniques. Michel Onfray. Pour vous, Barjavel est-il un grand auteur de science-fiction? Welbeck. C'est pas mal de temps en temps, mais il a moins d'ampleur que les Américains. Pour mieux expliquer ce que j'entends par ampleur, j'aimerais parler d'un des livres qui m'a le plus frappé dans ma vie. C'est 2000 les chiens de Clifford D. Simak, une succession de contes censés être écrits dans un futur très lointain par des auteurs canins, des chiens. Au début de chaque conte, il y a une espèce de commentaire littéraire, philologique même, où des historiens de la littérature canine posent la question de savoir si l'homme a existé ou si c'est une créature mythique inventée par les chiens pour expliquer le mystère de leurs origines. La plupart des savants canins pensent que l'homme est une légende, mais il y a des dissidents qui relèvent des détails troublants pouvant laisser penser que l'humanité a bel et bien existé. Envisager l'humanité comme une hypothèse m'avait fasciné. J'y ai repensé plus tard en lisant Kant et son exigence d'édifier une morale valable pour toute créature raisonnable et pas seulement dans les conditions contingentes de l'humanité. Michel Onfray. Soumission est-il un livre de science-fiction? Welbeck. Oh non, c'est de l'anticipation modérée. Onfray. L'anticipation à court terme? C'est un courant? Welbeck. Oui, vous avez des romans qui décrivent des programmes TV qui font penser à Loft Story en plus trash et d'autres plus sombres avec des jeux du cirque télévisé, des morts réelles. Onfray. Dans Soumission, vous indiquez une date. Welbeck. Le livre est sorti en 2015 et l'histoire se déroule en 2022. Comme prophète, j'ai toujours trouvé que j'étais surévalué. Je me suis trompé puisque nous n'avons pas élu au printemps dernier un président de la République musulman modéré. Je peux seulement me féliciter sur un point mineur du livre. J'avais deviné que l'université serait un des premiers lieux de la collaboration avec l'islamisme. Ce n'était pas évident à l'époque, le mouvement woke n'existait pas en France. Et je m'étais surtout documenté sur d'autres points. Comment fait-on quand on est universitaire pour monter en grade? Si l'on est ambitieux, quelles sont les bonnes stratégies? Je crois que la seule chose en réalité, c'est que j'ai un peu traîné dans le hall d'entrée de la faculté de Censier. Et là, j'ai repéré quelques indices. Une espèce de tract pour protester contre la venue d'un universitaire israélien. Davantage de filles voilées que dehors. Quand même, je me suis basé sur pas grand-chose pour arriver à la conclusion que les collabos seraient nombreux à l'université, ce qui s'est amplement vérifié. Par contre, je n'avais pas prévu que la fraction radicale de l'islam l'emporterait aussi facilement.
Ça m'a vraiment étonné et m'a même fait changer d'avis sur un point important. J'ai longtemps pensé et dit que je n'étais pas réactionnaire, et ce pour une raison simple. Je ne croyais pas à un retour en arrière possible, et je ne pense pas qu'on puisse réellement souhaiter ce qu'on croit impossible. Eh bien, les succès des salafistes, celui des talibans comme celui plus éphémère de Daesh, m'ont prouvé qu'un retour en arrière est possible. Les talibans ont réussi à revenir au 7e siècle, alors que les réactionnaires les plus extrêmes du monde occidental proposent de revenir au 13e siècle. Alors je me dis, même si c'est très peu probable, qu'il n'est pas absolument impossible qu'un régime théocratique voie le jour dans un cadre catholique. Et, pour le dire franchement, s'il doit y avoir un régime théocratique, je préfère qu'il soit catholique.